Ok. Bonjour à tous. Un énorme merci à l'organisation d'Agile de m'avoir invité pour cette keynote, qui, je vous l'avoue, est la première fois que je fais l'exercice de travailler sur un sujet de commande. À savoir, je suis partie en fait du thème de la conférence et j'ai essayé de trouver un truc un peu intéressant, j'espère, à partager avec vous. Je vous propose de commencer. Alors, bien évidemment, merci aux sponsors. Ils viennent d'être cités, donc du coup, je vais me permettre de passer un peu vite sur ce slide. En tout cas, c'est génial d'avoir des entreprises qui soutiennent ces événements communautaires. C'est extrêmement précieux. Donc, je m'appelle Anne Gabriel, je suis coach agile. J'habite à Paris. Je ne suis pas de la région, c'est la première fois que je viens à Niort d'ailleurs. Et si on a l'occasion de se recroiser, que ce soit pendant la conférence ou par ailleurs, bah, ça sera génial. Rentrons dans le sujet. Le propos de la keynote, c'était de vous partager des réflexions que j'ai déjà depuis un certain moment autour de la notion de choix. Et ça tombe bien, bah, choisir c'est avancer. Du coup, pouf, inférence, sujet tout trouvé. Et je voudrais d'abord vous amener à vous interroger sur c'est quoi un choix parfait. Un choix parfait, à quoi ça ressemble ? Mais un choix parfait, alors proposition de définition, c'est aligné avec les objectifs, les besoins, les valeurs. Ça repose sur une analyse assez conséquente qui permet de comparer les différentes options, les différentes alternatives. C'est raisonnable, c'est réaliste. Ça a un effet bénéfique et durable. Les choix qu'on veut faire, c'est des choix qui nous sont favorables. C'est des choix qui amènent des trucs ultra bénéfiques et surtout qui sont idéalement pérennes, persistants dans le temps. Et faire un choix, en fait, c'est censé faire appel à un mélange entre la fameuse intuition, mais aussi une approche extrêmement factuelle des choses. Alors, tous les slides seront partagés, hein, vous embêtez pas au fond de la salle avec les photos. C'est censé réduire l'incertitude. On a confiance dans le choix qu'on fait, puisqu'il est parfait. Et ça maximise les opportunités, les espérances de gain, le résultat positif. On est persuadé que ce choix parfait, il va nous amener des trucs géniaux. Bon, j'ai un peu triché. L'IA est à la mode, et je me suis un peu fait aider par un copain qui s'appelle ChatGPT. Et il a écrit les choses vachement mieux que moi sur ce coup. Le problème du choix parfait, c'est que ça demande des moyens, des ressources considérables. Ça demande aussi une compréhension fine du contexte. Et oui, faire le bon choix, c'est déjà identifier le bon sujet, bien poser les conséquences, bien comprendre là où on est, bien comprendre là où on veut aller. Et ça demande aussi des données pour alimenter l'analyse, des données de qualité et des données stables dans le temps. Plus la situation est stable, plus c'est facile à analyser finement. Et une bonne vision des impacts à terme. Et c'est là en fait que ça coince. Parce que ça, réussir à faire ça sur des sujets un peu complexes, des sujets de notre quotidien, sur le papier c'est simple, dans la vraie vie c'est un petit peu moins simple, pour pas dire autre chose. Là, quand je parle de choix, c'est des vrais choix, c'est pas le nombre de sucre qu'on met dans son café le matin. C'est des choix structurants, des choix qui ont des impacts forts. Du coup, ça met un autre questionnement. C'est quoi un mauvais choix ? Pareil, la question elle a l'air toute bête. Mais je vais en profiter pour vous partager une notion, un concept, on va dire, même si ça fait un peu pédant. La décision irrévocable. En fait, une décision irrévocable, c'est une décision qui, une fois mise en place, réduit quasiment à néant votre marge de manœuvre. À savoir qu'en fait, vous n'avez plus de choix. Vous n'avez plus de choix, pourquoi ? Parce qu'en fait, les moyens nécessaires pour faire des choix, pour mettre en place de nouvelles choses, sont démesurés. C'est hors de votre portée. C'est aussi des situations où, en fait, aucune des alternatives que vous avez identifiées n'amène le moindre impact intéressant. C'est juste un moyen de cramer, je dirais, des moyens pour un résultat bof. C'est aussi des contextes où vous avez des contraintes qui font que vous n'avez plus de marge de manœuvre.
Les contraintes extérieures, au hasard, du réglementaire, ce genre de joyeuseté. Et il y a un petit effet lié à un biais cognitif qui est certainement bien connu de nombre d'entre vous, c'est le biais des coûts irrécupérables. À savoir que pour en arriver à cette situation, on a investi des moyens considérables. Et on a tellement investi qu'on n'imagine même plus se donner les moyens de faire autre chose. Parce que sinon, c'est-à-dire que cet investissement colossal, il part directement à la poubelle. Et ça, c'est insupportable. On ne peut pas l'imaginer. Et ainsi de suite. Alors dit comme ça a l'air conceptuel, on est d'accord. L'avantage, c'est que l'actualité nous en fournit des exemples. Et un très bon exemple de décision irrévocable nous a été fourni par nos voisins d'outre-Manche, à savoir le Brexit. On commence à avoir maintenant plusieurs années de recul pour voir un peu les impacts. Alors, il y a énormément de littérature que je ne vais surtout pas vous infliger. Je vais juste aller récupérer un graphe assez récent qui fait un focus sur, en gros, la croissance. Il y a un indice dans les codes couleurs. Oups. Et si on se remet en mémoire toutes les belles promesses tenues par les politiciens anglais pour vendre le concept du Brexit, double oups. Et pour autant, le gouvernement anglais, à date, n'a aucun plan pour sortir de cette situation. Ceci est l'illustration d'une situation obtenue via une décision irrécupérable. Voilà, irrévocable. Mais la situation, du coup, est irrécupérable. Enfin, on s'est compris. J'ai pas encore bu assez de café. Ok, du coup, le mauvais choix, c'est quoi ? Un mauvais choix, c'est tout simplement un choix qui est implémenté par le biais d'une décision irrévocable, qui a en plus le malheur d'avoir un impact négatif. Là, en gros, vous êtes pendu. Ce qui a été mis en place, non seulement fait des dégâts, mais en plus, on n'a plus les moyens, la marge de manœuvre nécessaire pour sortir de ce traquenard. Donc situation dégradée à court, moyen, long terme, pas franchement de perspective d'évolution, toute ressemblance avec le Brexit, tout ça, machin. Et on subit la situation, on n'a pas de marge de manœuvre, on n'a pas la main dessus. Donc ça, c'est un mauvais choix. Et à titre perso, ceux-là, j'aimerais vraiment les éviter. Ou en tout cas, pas être responsable de ce bidule. Du coup, on fait comment pour éviter les mauvais choix ? Comment est-ce que, quand on est dans des contextes réels, donc des environnements incertains, des environnements mouvants, où on sait qu'on a des données imparfaites, des données qui ne sont pas stables, que pour autant on doit prendre des décisions sur des sujets structurants, comment est-ce qu'on peut faire pour ne surtout pas tomber dans le traquenard du mauvais choix ? Quand on parle d'incertitude, de complexité, et si vous êtes dans cette pièce, je pense que ça va vous parler, on a quand même quelque chose qui a un peu fait ses preuves depuis un peu plus de 20 ans, si ce n'est plus, ça s'appelle l'agilité. Du coup, c'est quoi un choix qui est fait en mode agile ? Comment on fait ça ? Alors, je vais commencer par repartager. Alors, je sais que vous savez ce qu'est l'agilité, mais je vais vous repartager quand même une définition de l'agilité qui me parle énormément et que je trouve, en fait, parfaitement adaptée à mon propos aujourd'hui. Elle n'est pas de moi, je vous le précise, ni de ChatGPT. L'agilité, c'est la capacité à créer des produits ou des services qui, en procurant régulièrement de la valeur, en répondant aux changements, dans un environnement incertain et turbulent. Alors, c'est pas de moi, c'est d'un vieux monsieur maintenant, qui a eu un impact énorme sur la diffusion de l'agilité en France. Il s'agit de Claude Aubry. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à lire ses livres, à lire son blog, c'est une mine d'or. Donc concrètement, si on décortique un peu tout ça, qu'est-ce que ça donne ? L'agilité est la capacité d'une équipe. L'agilité, c'est une aventure collective. À créer des produits ou des services procurant régulièrement de la valeur. Donc en gros, produits et services, c'est qu'en fait, on ne pense pas projet, on pense au-delà. Donc on est sur des horizons de temps différents et sur des impacts, des critères de succès qui sont différents. Régulièrement, mais oui, on va livrer régulièrement, au fil de l'eau idéalement, des évolutions pour rester sur des modes adaptatifs. Et de la valeur, en fait la valeur, c'est pas le fait de rester dans le budget, c'est pas ça un truc réussi. La valeur, c'est permettre à nos utilisateurs de mieux faire, de faire de nouvelles choses. C'est la valeur qu'on leur procure à eux.
dans leurs usages. Tout en répondant au changement, et comme on sait que tout change tout le temps, on va surtout s'organiser pour être en capacité de gérer cette incertitude et de faire en sorte que les changements ne soient pas en fait vécus comme des traumatismes. On s'organise pour accueillir le changement, parce qu'on sait que ça va changer. Dans un environnement incertain, alors là pareil, avec le Covid, maintenant tout le monde sait ce qu'est un environnement incertain, en mode surprise, celle-là on ne l'avait pas vu venir. Et turbulent. La notion de turbulence qui est développée là, ça fait surtout référence au fait d'être bombardé d'injonctions, de demandes, d'urgence. Et de faire un effort conscient pour en fait rester focalisé sur ce qui est vraiment important, pour ne pas perdre le cap. Donc ça tire aussi énormément de choses, de la priorisation, de la capacité à dire non, le fait de se réaligner régulièrement. Personnellement, je trouve cette définition de l'agilité très puissante. Donc du coup, si je reprends les principes qui sont esquissés par cette définition, ça donne quoi si j'applique ça à la façon de faire un choix ? Un choix qui est fait en mode agile, en respectant les principes agiles, c'est un choix qui correspond à une décision qui est portée collectivement. Ben oui, on est à la maille équipe, pas à la maille individuelle. C'est un choix avec des aspects de frugalité. On fait le juste nécessaire. On va éviter la débauche de moyens. On va investir les moyens à notre disposition de la façon la plus intelligente et précautionneuse possible. On intègre l'incertitude dans la démarche. On l'a dit, on le sait, ça change tout le temps. On ne peut pas empêcher les changements, donc il faut apprendre à vivre avec, à cohabiter le mieux possible avec. L'agilité, c'est aussi de la gestion de risque en continu. Donc fonctionner en mode agile, c'est aussi, quelque part, entretoiser dans son quotidien, dans ses pratiques, dans ses façons de faire, le fait de minimiser les impacts des risques. C'est vraiment de la gestion de risque au fil de l'eau. L'agilité, il y a aussi une notion d'empirisme. Le besoin important de données qui viennent alimenter le processus d'amélioration continue, le processus d'apprentissage continu. On collecte aussi des feedbacks, c'est essentiel. Si vous ne faites pas de collecte de feedback, pas d'amélioration continue, vous pouvez faire tous les sprints que vous voulez, je pense qu'on n'est pas agile. Démarche apprentissage continu, amélioration continue, j'en ai parlé. Ok, maintenant qu'on a ces principes, je vous propose maintenant de venir les examiner un peu plus en détail. Parce que là, pour l'instant, c'est top, c'est philosophique, c'est conceptuel. Bon, 9h du matin avec pas forcément beaucoup de café, ça ne va pas forcément parler à beaucoup de monde. Donc, choisir ensemble, ça m'a tout de suite fait penser au fait qu'on a quand même un outillage pour élaborer des choix en collectif qui est déjà très bien fourni. On a notamment des processus, des modes de décision qui sont éprouvés, qui sont très largement documentés, que vous avez peut-être d'ailleurs pu expérimenter, au moins en partie. Le premier, alors ça s'appelle le mode autoritaire, que j'ai renommé « c'est moi le chef, donc c'est moi qui décide ». En théorie, celui-là, vous devriez l'avoir déjà un peu croisé. Le consultatif, je décide, mais je veux bien votre avis. Maintenant, est-ce que votre avis changera ma décision ? Ce n'est pas certain. Le vote, avec toutes ses variantes. Les majorités, le quorum, plein de choses. Le consentement. Est-ce que quelqu'un a une objection ? Et une vraie, un truc solide. Pas d'objection ? Très bien, la proposition est adoptée. Et celui qui fait battre notre petit cœur d'agiliste, le consensus, à savoir tout le monde dans le collectif est d'accord avec la proposition. Ça, c'est magique quand même. Ça, c'est ultra puissant. Là, le collectif, il est embarqué, c'est aligné, on est tous d'accord, on est tous dans le même bateau. On aime. Sauf que le consensus, c'est vraiment pas la panacée que ça pourrait sembler être. Même avec des équipes qui se connaissent depuis très longtemps, qui ont un niveau d'agilité, des pratiques élevées, des pratiques affûtées, le consensus, c'est pas aussi magique que ce qui paraît. Ce qui du coup amène une autre question, c'est-à-dire au-delà des apparences,
il est extrêmement important, quand vous avez une décision à prendre en groupe, d'identifier le mode de prise de décision le plus adapté possible à votre sujet, à votre contexte. Il n'y a pas de fléchage automatique. C'est pas tel type de décision, ça doit être un vote. Là, le consentement, vous allez voir, c'est magique. Non, bah c'est la vraie vie, donc ça marche pas, malheureusement. Pour illustrer le fait que le consensus n'est pas du tout la solution magique, je vous propose un tout petit exercice d'analyse qui évalue, très grosse maille, le rapport entre l'engagement généré par les personnes impliquées dans le mode de décision et le temps que ça peut prendre. Bon, le mode autoritaire, le chef se réunit avec lui-même, il a pris sa décision, hop, c'est bon. Bon, par contre, le reste de l'équipe n'est pas forcément ultra embarqué dans la décision. Le niveau d'adhésion peut rester à démontrer. Par contre, c'est rapide. L'avis consultatif. En gros, si je caricature un peu, on balance un formulaire, on collecte l'avis des gens, on l'analyse, on en tient compte, et on prend sa décision. Ça va assez vite en général. Surtout qu'on peut le faire en asynchrone. Le vote. Déjà, ça prend un peu plus de temps à organiser, mais les gens sentent qu'ils ont un poids individuel sur la prise de décision. Du coup, l'engagement augmente. Le consentement. Là, c'est très riche en termes de discussion. On fait des appels à objections, on entend les gens, on évalue la qualité de l'objection, on retient les objections, on reformule d'autres propositions qui tiennent compte des objections et compagnie. Donc en termes d'engagement, en termes d'énergie dans ce type de discussion, c'est clairement plus élevé. Par contre, vous commencez à le toucher du doigt, ça peut prendre du temps. Le consensus, c'est encore pire. Puisque là, il faut réussir à ce que tout le monde soit convaincu. Et ça prend clairement du temps. Par contre, si tout le monde est convaincu, c'est génial, tout le monde est engagé. C'est top. Par contre, il y a un petit effet de bord, notamment lié au temps. C'est que plus vous allez prendre du temps à organiser ce genre de choses, plus le risque que votre consensus se transforme en consensus mou est fort. Et le consensus mou, ça prend un temps conséquent pour un engagement quasi nul. Parce qu'en fait, vous avez eu les gens à l'usure. En mode, c'est bon, ça fait 6 mois qu'on en discute, je ne me sens plus concerné. Autant vous dire que c'est pas une bonne stratégie. Donc attention, le consensus, aussi séduisant qu'il est, peut très bien ne absolument pas vous aider. Là, on a parlé des modes de décision, mais il y a aussi une autre façon d'organiser une prise de décision en groupe, c'est la délégation. La délégation, c'est déléguer la décision, la capacité à faire le choix à un expert. Qui est mieux placé pour se prononcer sur un sujet complexe que l'expert reconnu sur le domaine, à une personne, un groupe spécialement mandaté, avec les moyens nécessaires, et ainsi de suite. Il y a plein de façons de déléguer. Ce qu'on sait en tant qu'agiliste, c'est qu'on est quand même très bien outillé aussi sur la délégation. On a un petit outil tout simple, il y a un indice sur l'illustration, le Delegation Poker, et on sait que ça marche, on sait que c'est facile à mettre en œuvre. Et c'est fait pour. Donc c'est une proposition qui vient du Management 3.0. J'imagine que beaucoup de gens connaissent ça dans la salle. Et c'est un outil à la fois très simple et très efficace pour négocier les niveaux de délégation à mettre en œuvre pour différents types de décisions. Je vous invite vraiment, si vous ne l'utilisez pas déjà, à vraiment découvrir ou redécouvrir la puissance de ce petit outil. Autre point important, une fois qu'on s'est mis d'accord sur les modes de prise de décision, sur les délégations éventuelles, il y a une chose qui est fondamentale, c'est que ces règles de fonctionnement, il faut absolument les rendre visibles. Là aussi, c'est un des enseignements de l'agilité. Il faut rendre les choses visibles. Et on le sait, quand on parle de management visuel, on le sait que c'est utile, que ça renforce la qualité de l'information, la circulation de l'information, que ça facilite la vie de tout le monde. Faites de même pour tout ce qui a trait à la façon dont vous prenez des décisions en équipe. Et à nouveau, il y a pas mal de choses à faire. Notamment, il y a 2 petites pratiques toutes simples. Alors une qui est directement liée à l'utilisation du Delegation Poker, à savoir que le résultat des négociations, c'est affiché via ce qu'on appelle un Delegation Board. Mais ça, incluez-le dans votre management visuel.
Affichez-le au mur si vous êtes dans un espace physique, collez-le sur votre miro ou dans votre oreillère ou ce que vous voulez. Mais gardez ça facilement accessible. Et l'autre chose, qui est un peu moins visuelle, c'est tout simplement d'intégrer ce que vous avez convenu en termes de façon de prendre des décisions dans une charte d'équipe. Dans une charte d'équipe, il y a toute une section sur les règles de vie, les règles du jeu. Prendre des décisions, ça fait partie de ces règles. Je vous ai mis 2 petits exemples d'un delegation board et d'une charte d'équipe. Maintenant, des modèles de charte d'équipe, il y en a à foison. N'hésitez pas à vous inspirer très librement de ce que vous pouvez trouver en fonction de vos propres besoins. Donc en fait, cette décision collective, finalement, c'est une décision qui n'est pas forcément prise par tous, c'est surtout une décision qui est assumée par tous. Et la nuance est importante. Ce qui veut dire que même si vous n'étiez pas contributeur actif sur la prise de décision, à partir du moment où elle a été entérinée par les bonnes personnes, en fonction de tout ce que je viens d'expliquer, en tant que membre de l'équipe, vous devez porter la décision. Vous ne pouvez pas opposer l'argument de « j'ai pas été dans la mécanique de prise de décision, donc je ne suis pas concerné ». C'est pas envisageable. Si on fait ça, on n'est plus du tout sur le côté collectif qu'on recherche. Et assumer ce choix, c'est aussi se sentir concerné en tant qu'équipe, mais aussi en tant qu'individu, par les impacts de la mise en œuvre du choix. Même si ce n'est pas vous qui avez fait le choix, vous êtes concerné. Concerné au sens où vous avez une part de responsabilité par rapport à ce qui se passe dans le quotidien, aux impacts, y compris impacts vécus par d'autres, en dehors de votre équipe. Donc ça, ces notions de responsabilité qui se cachent derrière sont vraiment essentielles. Autre point, je vous parle de processus. Un processus, ça se monitore, ça se gère. Et on le fait évoluer, on l'adapte. C'est pas un truc gravé dans le marbre, qu'on ne suit pas parce qu'il n'est pas adapté, mais dont on garde précieusement la version officielle datant de 1985. Ne faites pas ça. Et c'est valable aussi pour les processus de décision. Ne pas hésiter à le challenger régulièrement. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne génère pas des insatisfactions chroniques dans l'équipe? Est-ce que finalement la qualité des décisions qui est prise est satisfaisante? Ça fait partie des choses qu'il faut absolument que vous ayez à l'œil. Et pour avoir une démarche d'amélioration continue de ce type de processus un minimum viable, vous allez bien évidemment avoir besoin de données. Ce qui veut dire que quand vous prenez une décision, que vous faites un choix, il vous faut absolument essayer de collecter des données qui permettent de suivre, de quantifier, de qualifier les impacts de ce choix. Et ça, c'est la logique un peu data-driven qu'en bon agiliste, on est censé suivre. On ne prend pas nos décisions sur la base d'opinions. On se base sur des faits. On utilise du sens critique. On utilise des démarches d'analyse scientifique. C'est ça qu'on est censé faire en tant qu'agiliste. Pas uniquement fonctionner au coup de cœur ou à l'opinion. Et du coup, la question de quelles données je dois collecter, comment je les collecte, comment je les analyse, elle est assez fondamentale si vous voulez être en capacité de prendre des décisions de qualité. Parce que si c'est ces décisions qui sont prises un peu à l'aveugle, bah, finalement, vous ne décidez pas de grand-chose. Les décisions prises au hasard donnent des résultats hasardeux. Vous n'êtes pas en maîtrise de grand-chose. Et du coup, ça a peu de chances d'être une bonne décision, un bon choix. Donc si je reprends ma petite liste, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que décision portée collectivement, ouais, on y est bien. Et en fait, on a aussi une démarche d'apprentissage et d'amélioration continue. Et tout ça, ces principes agiles, ils s'implémentent bien en fait sur des processus, des façons de prendre des choix. Ça marche. En tout cas, moi j'en suis convaincue. J'espère que vous l'êtes aussi. Second pan, choisir en conscience. Je vous l'ai dit, on ne fait pas les choix au hasard, on ne les fait pas en fonction de son horoscope. On ne fait pas ça.
surtout pas sur des sujets structurants impactants. Si c'est la couleur de votre paire de chaussettes, pas de souci. Si ça engage le futur de votre organisation, gros souci. Donc là, je préfère être très transparente avec vous. Ce que je vous partage, c'est des choses que je suis en train d'expérimenter. C'est pas complètement mature. Et du coup, j'aurais vraiment besoin de vos feedbacks à la fois sur la présentation, mais même plus tard, si vous avez envie de mettre en œuvre tout ou partie de ce que je vous partage. Grosso modo, je ne garantis pas du tout le côté magique de ce que je vous partage. Ça fait un moment que j'utilise, mais ce n'est pas encore final ici. Les gens qui me connaissent ne vont pas être surpris. La partie Lean est une énorme source d'inspiration dans ma pratique de l'agilité. Et j'y reviens extrêmement régulièrement, et plus je creuse, plus j'adore, et plus je suis convaincue. Donc, on va retrouver des principes Lean. J'utilise beaucoup les cadres de questionnement. Bah oui, je suis coach agile. Donc, un de mes outils principaux au quotidien, c'est la question. Donc, en fait, là, je vais vous proposer des séries de questions qui, de mon point de vue, permettent d'adresser, de qualifier et de creuser à peu près correctement les différents sujets. Et bien évidemment, ce que je vous présente, c'est la version complète. C'est un peu l'artillerie lourde. Ne sortez l'artillerie lourde que quand c'est nécessaire. Typiquement parce que le choix est très compliqué, ou parce que les enjeux sont tellement importants qu'il est hors de question de prendre une décision à la légère. Si c'est une décision beaucoup plus simple, qui est très très loin de ressembler à une décision irrévocable, n'hésitez pas à simplifier. Cette logique de faire le juste nécessaire, elle est fondamentale. Bon, ceci partagé, on rentre un peu dans le vif du sujet. Première étape. Là, j'ai essayé vraiment de présenter une démarche. La première chose à faire, c'est déjà de clarifier de quoi on parle. C'est quoi le sujet du choix? Et qu'est-ce qu'on attend comme impact, comme résultat de ce choix? Vers où on veut aller? Donc, quel est le sujet adressé? Quels sont les objectifs à atteindre? En quoi ce choix est structurant? À quel point c'est important. N'hésitez pas à poser par écrit les résultats de ces choses-là. Alors il y a un truc que je suis en train de commencer à créer, mais qui n'est pas du tout assez abouti, que je vous partage, qui est très fortement inspiré d'un outil Lean qui s'appelle le A3, pour ceux qui connaissent. Et ceux qui ne connaissent pas, allez jeter un coup d'œil. C'est un outil de résolution de problèmes extrêmement puissant. Et l'avantage, c'est que c'est un canevas, donc c'est quelque chose qui est aussi très visuel. Je reprends. Et quel est le risque à ne pas faire de choix? Typiquement, ok, on a cette situation, mais finalement on ne choisit rien. Il se passe quoi? Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire un choix? Cette question-là, elle n'est pas si anodine. En tout cas, tout le monde n'a pas le réflexe de la poser, et je vous invite vraiment à questionner ce genre de creux, de zone d'ombre. Une fois qu'on a fait ça, on parle de sujets d'entreprise, on parle de sujets professionnels, en tout cas c'est ce que moi j'ai essayé de traiter. Et du coup, la notion de partie prenante, elle est quand même assez naturelle dans l'écosystème en question. Du coup, qui sont les parties prenantes impactées? Quelles sont les attentes, les préoccupations, les objectifs de ces parties prenantes? Et est-ce que dans ces parties prenantes, dans cette population, il n'y a pas des gens qu'il serait de bon d'inclure dans le choix, dans le processus de décision? Là, c'est pareil, c'est des questions assez fondamentales. Et vous imaginez bien que le fait d'oublier de solliciter un manager dans certaines organisations peut avoir des impacts en termes de politique catastrophiques. Donc ça fait partie des précautions d'usage à prendre. Surtout plus le choix est structurant, plus il est important de ne pas oublier les parties prenantes. C'est une décision collective, prise en équipe, ok, mais il n'y a peut-être pas que l'équipe qui est impactée. Pensez aux autres. Ok. Alors, je vais beaucoup utiliser le terme option. Option, c'est une alternative. C'est choix 1, choix 2, choix 3. J'appelle ça des options. Du coup, par rapport aux choix qu'on a commencé à poser, formellement, quelles sont les différentes options possibles? Là, c'est pareil. N'hésitez pas à écrire. Quelles sont les implications de ces choix? Les conséquences, les impacts, à court, moyen et long terme. On l'a dit tout à l'heure, un bon choix, c'est des effets bénéfiques pérennes.
Donc cette question d'horizon de temps, elle est aussi importante à considérer. Une de mes questions favorites. Sur quels éléments factuels peut-on se baser pour évaluer le choix en question? Là encore, on ne fait pas ça à l'instinct, on ne fait pas ça à l'opinion. Comment est-ce qu'on sait qu'on fait le bon choix, factuellement? Là, pareil, n'hésitez pas à écrire. Typiquement, derrière se cachent aussi des notions d'indicateurs, et ça va tirer d'autres questions, à savoir, est-ce que ces indicateurs, on sait les calculer? Est-ce qu'on a les données? Et petite question que les gens qui utilisent les OKR adorent, est-ce qu'on sait les analyser? Une fois que vous avez fait tout ça, passons à la partie risque. Pour chacune de ces options, quels sont les risques associés? Mettre en œuvre un choix, c'est faire bouger quelque chose. On la garantie que ce changement soit positif et jamais à 100%. Donc quels sont les risques? Quel est le pire scénario? En gros, si ça se plante complètement, ça ressemble à quoi? Quelles opportunités? Parce que oui, un risque, c'est pas forcément un truc catastrophique. Un risque, c'est juste quelque chose qui peut nous surprendre. Une fois que vous avez fait tout ça, enfin pour faire tout ça plus précisément, je vous partage une méthode, j'aime pas le terme, mais bon bref, qui s'appelle les scénarios What If. Et ça permet d'adresser les deux derniers points que je vous ai partagés. La première étape, là je rentre vraiment dans du pratico-pratique, je ne l'ai pas inventé, vous trouverez du coup pas mal de docs sur internet notamment. La première étape, c'est typiquement définir la décision. Typiquement, notre nouveau produit truc, est-ce que c'est une bonne idée que de lancer sur le marché sud-coréen qui est ultra compétitif? C'est un choix à faire. Dans quelle proportion faut-il automatiser notre patrimoine de test? En théorie, cette question-là, vous devinez bien qu'elle est épineuse. Devons-nous déporter notre service client en nearshore? Ou en Thaïlande? Ou en Inde? Est-ce que c'est une bonne idée? Posez les choses. Une fois qu'on a fait ça, on identifie des scénarios. Et ces scénarios, on va les classer en fonction, du plus optimiste au plus pessimiste. Et on va vraiment essayer de se projeter sur, en fait, qu'est-ce que ça donne. Scénario, par exemple, le plus favorable pour mon histoire de lancement de produit. C'est un immense succès. C'est sold out tout de suite. Tous nos concurrents nous envient. On a cassé la baraque. C'est ça qu'on aimerait vraiment qu'il se passe. Le plus probable, c'est pas un échec, c'est pas un succès. On vend, mais on pourrait quand même faire mieux. Et si on veut améliorer l'attractivité du côté des acheteurs, il va certainement falloir faire quelques adaptations, quelques évolutions. Alors on n'a pas loupé la cible, mais on n'est pas non plus dans le cœur de cible. Le pire scénario, on a fait un bid. Notre truc ne se vend pas, n'intéresse personne, limite, fait de nous la risée du marché. On n'a absolument pas envie que ça se passe. Une fois qu'on a posé tout ça, on va évaluer les options par le biais de ces scénarios. En gros, est-ce qu'il faut lancer ce produit en Corée du Sud? On a déjà identifié plusieurs scénarios, et pour chacun des scénarios, on va décliner les impacts. Alors c'est des exemples, les questions sont adaptées à votre contexte, bien évidemment. Mais sur mon histoire de vente d'un produit innovant, c'est quoi les impacts financiers pour chacun des scénarios? Alors, on a fait un tabac, c'est génial, on a de l'argent, toute l'équipe est augmentée, on a des promotions, et on part en séminaire à la Jamaïque pour nous remercier. Génial. Bon, on fait un bid. Aïe. Donc voilà. Quelles sont les conséquences sur l'équipe, sur l'organisation? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on fait un bid, on vire l'équipe, ok, ça va. Mais si on est dépassé par le succès, on fait comment? On augmente la capacité de production, on adopte une démarche luxe élitiste avec des listes d'attente à 6 mois, comme pour certains sacs à main. On fait quoi? Et quelles seraient les réactions du marché?
Qu'est-ce qui pourrait se passer? Ça enverrait quels signaux vers nos concurrents, vers nos partenaires? Alors, c'est un type de question, c'est pas celle-là qu'il faut réutiliser systématiquement. Quels ajustements organisationnels? Le marché sud-coréen est devenu notre marché principal. Ça pourrait être bien peut-être d'aller y mettre, je sais pas, une entité spécifique, déménager le siège, peut-être des trucs à faire pour être plus proche, plus efficace, plus pertinent, qui touchent l'organisation. Est-ce qu'il faut ouvrir une usine en Corée du Sud? Peut-être. C'est ce genre de choses en fait qui se cachent derrière. Les problèmes de télécommande, hop là. L'étape 4. Pour chacun de ces scénarios, on va aussi identifier des plans d'action. Alors dit comme ça, je suis consciente que c'est un peu bizarre, parce que ces scénarios, c'est déjà des choses qui sont des projections, des hypothèses. Mettre des plans d'action sur des sets d'hypothèses, moi qui vous parle de faire au plus simple, au plus juste, d'approche frugale, voilà. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à adapter pour faire juste ce dont vous avez besoin et ne pas forcément tout dérouler. Alors ces plans d'action, à quoi ça ressemble? Typiquement, ça peut être un plan de mitigation. En mode, le bit complet, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour donner un maximum de chance au scénario de ne pas exister? Le plan d'optimisation, ça c'est typiquement le scénario intermédiaire. Le mouais bof. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir de meilleurs résultats? Qu'est-ce qu'on se prépare à faire? Et le troisième type de plan, c'est le plan de pivot. Ça, c'est mon favori. Qu'est-ce qui se passe si en fait la réalité ne suit absolument aucun des scénarios qu'on a identifiés? Ça peut pas arriver, on est d'accord. Hein. Jamais. Enfin, presque. Et c'est la dernière étape en fait de cette démarche de scénario what if. Bref, à ce stade, vous avez identifié le problème, les parties prenantes, vous avez posé vos options, vous avez analysé vos options, les impacts, les risques. On est quand même plutôt pas mal là. Limite, vous avez déjà identifié l'option qui vous plaît le plus, celle que vous avez envie de mettre en œuvre. Sauf que, n'oubliez pas, ce sont des sujets structurants, et comme on est des agilistes, on pratique la mitigation de risque en continu. Maintenant qu'on est convaincu que ça, c'est le bon choix, les impacts sont notables. Qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à dérisquer? Eh bien, on peut expérimenter. Donc, la question suivante à se poser, c'est par rapport au choix qui nous paraît être le meilleur choix, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour valider, un minimum, le fait que c'est vraiment le bon choix, avant de le lancer en mode généralisé, en investissant des moyens considérables et compagnie. Comment on fait ça? Et quand on décrit cette expérimentation, on décrit précisément déjà comment on la réalise. On identifie les moyens alloués. Oui, parce que le but, c'est pas de se lancer dans une expérimentation, puis une fois qu'on a cramé 3 millions d'euros, se dire, bof, on est d'accord, on va dire que c'est le bon choix. Hein, faut pas faire ça. On indique aussi de façon formelle les critères de succès. Les critères qui vont permettre d'évaluer l'expérimentation et à la fin de l'expérimentation de savoir si ça a confirmé ou pas le fait que c'est un bon choix. Et ces critères, il est impératif de les poser avant de commencer l'expérimentation, ne serait-ce que pour éviter un paquet de biais. Et autre point important qui va vous être familier en tant qu'agiliste, on time box. On ne fait pas systématiquement 4 ans d'expérimentation. On fait le juste nécessaire. Quitte à ce que ça soit inconfortable, mais c'est extrêmement important. Une fois que vous avez défini vos expérimentations, vous les lancez. Alors attention, on ne lance pas 50 expérimentations en parallèle, tout simplement parce qu'elles risquent de se parasiter et de rendre l'analyse compliquée, voire impossible. Donc pour lancer une expérimentation, on trouve un responsable, on identifie les acteurs, on met en place ce qu'on a décidé d'expérimenter, et autre point essentiel, on collecte de la donnée tout au long de l'expérimentation. On ne se contente pas de faire un relevé des indicateurs la veille de la réunion d'analyse. On a besoin de ce côté temporalité.
On a besoin de pouvoir voir des variations. On a besoin de corréler potentiellement des évolutions des indicateurs aux différentes actions ou phases de l'expérimentation. Donc la collecte en continu des données qui sont identifiées quand on décrit l'expérimentation est essentielle. Moi, ça me fait penser à la tenue d'un journal de laboratoire. Genre, jour 1, on a ça. Jour 2, on a ça. Jour 3, il s'est passé ça, on a ça. Et c'est vraiment ça la logique. À la fin, typiquement à la fin du temps alloué, on fait un bilan critique. Et on se dit les choses. Donc on regarde les critères de succès, on regarde les données qu'on a collectées, et on décide. Factuellement, l'expérimentation a prouvé que le choix était pertinent. Alléluia. On peut maintenant implémenter avec un niveau de confiance plus élevé. On peut généraliser. On a quand même pas mal dérisqué les choses. Les résultats sont au moins bof, voire pas bons. Bah, du coup, c'est pas le bon choix. Faut surtout pas le déployer en masse, ce truc-là. Donc on peut, typiquement, explorer une autre option qui n'avait pas été retenue comme étant la meilleure en première analyse. Alors là encore, c'est sous réserve que les sujets s'y prêtent, que ça soit suffisamment important pour y consacrer tous ces moyens-là. Mais les moyens en question, ça peut être 2 semaines à 2 personnes. Ça dépend complètement des sujets. Et là-dessus, sur les expérimentations, il ne faut pas hésiter à être créatif. Vraiment. Donc si je reprends ma liste de critères, avec tout ce que je vous ai partagé, alors, décision collective, ok. Démarche d'apprentissage, ça c'était déjà validé, mais ce qu'on vient de voir, même si ce que je vous ai présenté, c'est un peu la version de toute option, je me dis qu'il y a quand même moyen de faire le juste nécessaire. Ou en tout cas, de limiter les moyens alloués et de ne les mettre en œuvre qu'à partir du moment où on a un degré de confiance assez élevé dans ce qu'on est en train de faire. Intégration de l'incertitude. Je trouve qu'on est plutôt pas mal là. Je suis assez contente de moi. Dérisquage en continu. Alors pareil, ceux qui me connaissent savent que les risques et moi, c'est une longue histoire d'amour. J'ai l'impression qu'on a quand même réussi à entrelacer dans la démarche que je vous ai proposée pas mal d'analyses de risque, de mitigation, d'action, de vérification au fur et à mesure, de façon, en tout cas, si on a des effets indésirables, à pouvoir stopper ça avec un minimum de dégâts. De l'empirisme, de la collecte de données, de la collecte de feedback. On coche aussi. Oh, on a coché toutes les cases. Donc, c'est ma conviction, à savoir que si on s'appuie sur les principes de l'agilité, sur des outils qu'on utilise quelque part au quotidien, il y a vraiment moyen d'améliorer la qualité de nos choix. Alors, j'ai dû dépasser le temps, ça c'est... Voilà. Non, 5 minutes, parfait. Donc en gros, s'il y avait un slide à retenir, mais je le répète, vous aurez le support, choisir c'est avancer, mais pas n'importe comment. Alors, je vous avoue un truc, ça c'est le titre que j'avais en tête pour la conférence. Mais je me suis dit que pour une keynote, c'était pas très corporate, voilà, je voulais pas faire peur aux gens. Premier point fondamental, éviter autant que possible les décisions irrévocables. C'est vraiment, vraiment un sujet pivot. Ce qui veut dire que privilégier des décisions, privilégier des choix qui même ne semblent pas parfaits, préserve votre capacité à agir derrière. Préserve votre capacité à conserver de la marge de manœuvre. Et là, derrière, en fait, c'est de la gestion de risque. Si vous optimisez localement quelque chose, vous vous fermez des possibilités derrière dont les impacts peuvent être vraiment pas du tout ceux que vous attendez. Cultivez des options, testez-les de façon empirique. Là encore, pas d'horoscope, pas que des opinions, des faits, des données et une démarche de type scientifique. On parle beaucoup de droit à l'échec. Moi perso, je suis pas très fan de la formulation. Le mot échec est un mot qui fait peur, au moins dans la culture française. Et on peut dire tout ce qu'on veut aux équipes qu'on accompagne, aux managers qu'on accompagne. Ça reste un terme qui est compliqué. Moi, je préfère parler de devoir d'expérimentation. Une expérimentation, ça réussit pas à tous les coups, et c'est pas grave. C'est le principe. Donc, devoir d'expérimentation. Culture d'apprentissage en continu.
Une expérimentation qui ne marche pas vous fournit de la donnée. De la donnée qui peut vous aider à mieux qualifier la situation, à affiner d'autres options, voire à faire émerger des options auxquelles vous n'aviez pas pensé précédemment. Quoi que vous fassiez, à partir du moment où vous êtes dans des démarches empiriques et que vous collectez de la donnée et que vous l'utilisez, vous apprenez. Et ne serait-ce que sur ce côté-là, il n'y a jamais d'échec. Vous apprenez toujours. Alors parfois, des choses pas agréables, mais ça reste un apprentissage. Choisir ensemble, pour avancer ensemble, c'est essentiel. Sur des sujets structurants, privilégiez au maximum les décisions collectives. Tout le monde n'est pas Steve Jobs. La probabilité d'avoir un Steve Jobs dans la salle est quasi nulle. Je suis désolée pour vous, et je m'inclus dans la liste. Faites appel à l'intelligence collective. Et là encore, en tant qu'agiliste, c'est quelque chose qu'on sait et qu'on pratique. Ah, pardon. Hop là. Utilisez le mode de prise de décision, de choix, qui est adapté à votre contexte et aux enjeux. Ne sortez pas la grosse artillerie pour un sujet qui n'en vaut pas la peine. Vous pouvez peut-être vous faire plaisir intellectuellement, mais ce n'est pas forcément respectueux du principe même de l'agilité. Le but, c'est d'avoir des prises de décision efficaces, adaptées au contexte, avec le juste nécessaire. Et le point important, assumer ses responsabilités. Une des valeurs phares de Scrum, c'est le courage. C'est marqué noir sur blanc sur le Scrum Guide. En tant qu'agilistes, nous sommes des professionnels engagés et exigeants. Nous devons faire preuve de courage. Et ce que je vous ai expliqué, pour moi, ça ne se limite pas forcément qu'à une équipe. Ça peut être déployé au niveau d'une organisation. Et c'est typiquement ce que je suis en train de faire, enfin de façon très proche, chez un de mes clients actuellement. On est en train de déployer ça sur toute la partie, je dirais, ingénierie d'un grand groupe. Alors, ingénierie informatique, je précise. Pas la partie hardware. En bonus, là pareil, les gens qui me connaissent savent que j'adore partager mes sources et des trucs à lire après la conférence. Mais là, je vais aller vite. Je vous ai mis quelques liens sur la partie prise de décision en équipe. Alors un article dont je me suis inspirée pour les modes de décision, c'est notamment là que j'ai récupéré le principe du graphe entre le temps et l'engagement. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. Si vous voulez creuser la décision par consentement, en fait ça vient de la sociocratie. Donc n'hésitez pas à lire, voire relire ce qui a été écrit dessus. Et alors là c'est une minute pub. J'ai eu l'occasion de tester un serious game qui s'appelle le Decision Poker il y a quelques années maintenant à Gilles Grenoble. Donc c'est une création française, produite en France, et qui permet justement d'explorer en équipe, de façon ludique, les différentes mécaniques de prise de décision et surtout de commencer à s'entraîner à choisir le mode de décision qui est adapté au contexte. Donc il y a une version gratuite téléchargeable sur le site, et si vous voulez le beau jeu de cartes officiel avec apparemment des bonus, c'est disponible sur le site Super Tilt, le site de Romain Couturier. Alors pareil, je vous ai mis des ressources sur la délégation, donc le classique Delegation Poker. Je vous ai mis un article en français aussi qui explique comment mener ce type d'atelier. Et concernant la charte d'équipe, je me permets de vous conseiller fortement d'aller lire la proposition de Claude Aubry sur ce qu'il appelle des chartes projets. Pareil, que j'ai commencé à introduire dans mes pratiques et que je trouve extrêmement intéressante. Dernier point, pour toute la partie résolution de problèmes en mode expérimental, je me suis, sans aucune honte, très fortement inspirée de quelque chose qui s'appelle Popcorn Flow. Donc je vous ai mis, alors pardonnez-moi, la conf date un peu, et je fais de l'autopromo, ce qui n'est pas forcément confortable, mais j'assume. J'avais eu l'occasion de faire une présentation de cette démarche, donc Popcorn Flow, créée par Claudio Perron, il y a quelques années à Devox. Je crois que c'est la seule vidéo qui existe en fait de ma conférence sur le sujet. Mais rendons à César ce qui est à César. Je vous ai surtout mis le lien vers la source officielle de doc sur Popcorn Flow, en anglais. Et j'ai fini. Un grand merci, Anne. Justement, des questions. Ça
va, vous avez survécu? Merci Anne pour cette keynote. Alors moi j'ai une petite remarque, tu parles de mauvais choix et de bon choix, Ouais. mais finalement tu fais déjà un choix de valeur par rapport à tes valeurs qui sont, enfin tes métriques, ton système de valeurs. Oui. Certains choix vont, on le voit par exemple sur des décisions d'ampleur nationale, politique, sociétale, financière, sont pleinement assumées pour faire plaisir à, on va dire à certaines personnes et pas à d'autres. Donc en fait, dans les choix irrévocables, il y a aussi ça à prendre en compte. Oui. Toi, tu as choisi ton propre système de valeurs, mais qui ne correspond peut-être pas forcément, et ça se passe aussi dans les entreprises. On le voit, il y a certains grands groupes aujourd'hui vont favoriser les dividendes au détriment de l'investissement. C'est un choix, des choix structurels qui vont avoir des conséquences qui peuvent peut-être être négatives, mais qui sont demandées malheureusement par les actionnaires. Ouais, je te rejoins. Je pense vraiment qu'en tant qu'être humain, je ne suis pas capable de faire un choix 100% rationnel. Déjà parce qu'il y a des biais d'analyse, il y a mon système de valeurs. Quand je vous incite fortement à ne pas vous fier à votre intuition et ainsi de suite, c'est de façon à intégrer dans votre processus de choix un maximum d'éléments factuels. C'est plutôt un appel à ne pas se reposer que sur votre système de valeurs, sur votre opinion, sachant qu'il y en aura toujours. Faut pas être naïf non plus. Enfin, nous ne sommes pas des robots. On le sait, et là où je te rejoins, c'est important de le pointer et de l'assumer, à savoir on n'est pas 100% rationnel, on le sait. Maintenant, sur des sujets vraiment structurants, on fait un effort supplémentaire pour rester le plus factuel possible. Mais naturellement, c'est pas forcément ce que tout le monde fait. Et là, pour moi, il y a vraiment une notion aussi de discipline et de se forcer quelque part à sortir de sa zone de confort en allant challenger nos propres opinions et quelque part notre ego par rapport à la réalité. Bonjour Anne, merci. Bonjour. J'ai une question. Dans ta démarche, est-ce qu'à un moment donné, tu prends en considération l'impact de l'absence de choix ? Oui, c'est dans la partie risque. Moi, j'utilise beaucoup, mais ça c'est mon travers personnel, la notion de risque. Quand je pose la situation, je m'interroge en fait sur déjà est-ce qu'il est nécessaire de faire un choix et quel est l'impact du non-choix. Et ça fait partie des éléments que j'ai listés. Et ça, je vous le partage parce que moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça en creux, en mode ok, si je commence par rien faire, qu'est-ce qui se passe ? On va dire que c'est mon côté de paresseuse. Mais on se le pose pas forcément systématiquement de façon formelle, et je pense que c'est une pratique intéressante à adopter. Donc oui, je me pose ces questions-là. Maintenant, moi, je parle de risque parce que c'est ce qui me parle, mais l'idée, c'est vraiment de se questionner sur qu'est-ce qui se passe si on ne choisit pas. Et il y a une variante, et c'est on ne choisit pas du tout. La variante, c'est on ne choisit pas maintenant. C'est-à-dire, on sait qu'on choisira, mais plus tard. Quel est l'impact de ça, de ce délai ? Tu procèdes de la même façon avec l'ensemble des scénarios de qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas ce choix-là ? Ouais, c'est quand j'analyse en fait les impacts court terme, long terme, notamment du point de vue des bénéfices attendus. C'est qu'est-ce que je vais chercher, quels sont les objectifs. Quand j'écris, alors dans le what if, alors c'est forcément améliorable parce que c'est pas un truc que je creuse énormément à ce stade-là, mais me poser la question de qu'est-ce qui se passe. Et il y a aussi dans la démarche un appel quand même à regarder un peu les conséquences, à évaluer les conséquences, et c'est notamment à prendre en compte quand on établit les plans d'action. Notamment la partie plan de mitigation, elle répond complètement à cette problématique. Enfin, plan de pivot aussi. Merci. Merci pour la conférence déjà. Vis-à-vis de l'expérimentation, imaginons que l'équipe découvre une mesure qui peut être intéressante d'intégrer. Est-ce qu'il vaut mieux refaire une expérimentation après ou modifier l'expérimentation en cours et potentiellement biaiser les résultats ? Alors, j'ai tendance à dire ça dépend de l'écart que va générer la mise en place et la prise en compte de la mesure. Je suis désolée, j'ai pas de réponse oui non, je sais pas, je suis pas douée là-dessus.
Typiquement, si dans la série de données que tu as considérées, tu es capable de mettre un point de départ et du coup de baser ton analyse que sur le sous-set de données entre le moment où tu as introduit le nouvel indicateur et la fin de l'expérimentation, pourquoi pas ? Si à l'inverse, tu n'es pas en capacité derrière de collecter de la donnée qui va te servir à bien monitorer correctement les choses, le plus sage peut être en effet d'interrompre l'expérimentation, toujours pareil, économie de moyens, pour reposer un cadre qui est plus correct. Ce qu'on va chercher quand même, c'est du feedback, c'est de la validation. Donc c'est un choix à faire entre quelque chose qui est un peu biaisé, mais le biais est complètement tolérable, acceptable, et quelque chose dont on considère qu'en fait, ça vide l'expérimentation en cours de son sens. Auquel cas, on stoppe et on repose proprement les choses. Ok, merci. Apparemment, Un grand merci. On va passer... je te laisse le mot de la fin pour... Ouais. Alors, comme je vous le disais, c'est la première fois que je donne cette conférence. Je pense que vous l'avez perçu. Je suis très friande de feedback, de données, même de choses pas agréables à entendre, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Je vous remercierai vraiment de me faire vos retours. Alors, soit via Rôti Express, soit en discutant autour d'un café ou autre. Moi, je suis là jusqu'à demain soir. C'est ma première visite à Niort et j'espère bien profiter un maximum d'Agile Niort. Un grand merci à toi, en tout cas, Anne, pour cette présentation.